Présentateur Martin Duquette, il est à la fois étudiant à la maîtrise en éducation, concentration didactique et professeur invité au département des sciences de l'activité physique à l'UQAM. Il est enseignant en éducation physique et à la santé au niveau primaire depuis 1999 et il a fait le saut au milieu universitaire en 2022 afin de partager ses connaissances pédagogiques et numériques en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Ses travaux de recherche portent sur l'intégration du numérique en éducation physique et à la santé au niveau primaire, ainsi que sur les barrières et facilitateurs à son intégration en gymnase. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre quels sont les facteurs individuels et contextuels qui influencent la mobilisation du numérique chez les enseignantes et enseignants en éducation physique et à la santé au primaire et au secondaire dans les écoles du Québec. » Martin, je te cède la parole. Merci. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Fait que déjà, j'ai trahi mon âge, parce que là, tu as nommé toutes les années. Je pars de là. Merci, effectivement. Puis tu me rappelles qu'il faut que je revoie peut-être un peu ma description parce que là, je suis dans la mobilisation à 100%. Donc, merci Marie-Maude et Philippe, qui sont des collègues au département. Donc, merci. Je vais partager mon écran. Oh, pas la bonne place. Ici. C'est bon. Juste mettre en... Parfait. Fait que là, on voit tout ça. Donc, ça a été présenté. Mon projet de maîtrise porte bien sûr sur les facteurs de mobilisation du numérique en éducation physique et à la santé au Québec. On débute ça, on n'est pas sans savoir que la société est davantage connectée qu'elle l'était. Ça continue, les chiffres continuent de progresser là, selon les études là, que j'ai lues dernièrement. C'était depuis 2020, là, c'est en constante augmentation. Au Canada, on a au-dessus de 95% de la population qui est connectée, donc à un réseau Internet. Cette connexion-là découle nécessairement qu'on a de plus en plus de jeunes qui passent du temps sur les écrans. Donc, on parle de 45% des jeunes qui passent plus de 10 heures par semaine sur les écrans, chiffre en constante évolution également. Ce qui fait en sorte qu'on a en haut donc de 60% des jeunes qui ne respectent pas euh, les recommandations en matière d'activité physique. Là, les recommandations sont de 60 minutes d'activité physique par jour, d'intensité modérée à élevée. Là. Donc, autre que juste marcher, il faut que ce soit quand même une activité physique en soi, ce qui est un problème en soi qui est grandissant. Ce qui nous amène à ma problématique qui découle un peu de ça, que je vous présente sous trois différents axes. Le premier, ben, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, bon, on vient de donner des statistiques sur l'utilisation du numérique, la baisse d'activité physique, qui est une des causes de sédentarité chez les jeunes. J'ai oublié de mentionner, là, les jeunes, on parle de 5 à 17 ans, là, donc quand même une grande plage. Tu sais, le temps d'écran est assez associé à des temps passifs. On a aussi de plus en plus documenté là, une fragmentation de l'attention. Plus difficile de garder l'attention, de la capter, de la maintenir. Donc, on a besoin de développer des moyens différents autour de ça. Donc, ça fait partie de ça. Et de l'autre côté, ben, on a l'éducation physique, où l'objectif, ben, c'est de développer l'apprentissage moteur des enfants, des élèves, avoir un temps d'engagement moteur plus élevé pour développer un mode de vie sain et actif. Donc là, comment on peut faire en sorte qu'il y ait du numérique en éducation physique alors que les deux se battent pratiquement un contre l'autre, là, créant le premier paradoxe. Parce qu'on va essayer de démontrer et d'aller creuser un petit peu plus loin pour la suite. On fait face aussi à un deuxième axe qui sont les leviers. Donc, on a un levier majeur qui est ben, la littérature, les études scientifiques viennent appuyer l'intégration du numérique au niveau de la santé, au niveau du sport, au niveau de l'activité physique, même au niveau de l'éducation physique. On parle dans les titres d'exemple là, de rétroaction vidéo. Donc, c'était démontré que ça a un impact sur une meilleure qualité de mouvement chez les enfants s'ils peuvent voir ce qu'ils ont fait. Donc, on peut filmer avec une tablette tactile. On regarde ce qui a été fait comme action motrice, on peut la modifier, la moduler. Donc, on peut, nous, comme intervenant, le montrer et aider l'enfant. Mais l'enfant peut le faire par lui-même aussi. Donc, ça développe en même temps son autonomie. Donc, elle est capable de, avec cette rétroaction vidéo-là, et d'autres dispositifs, là, d'améliorer son autonomie, puis donc s'autoréguler, puis avoir plus de réussite. Plus de réussite égale motivation et engagement qui vient rejoindre un peu nos objectifs là, en termes de mode de vie sain et actif. Là. Donc,
plus je suis engagé, plus je suis motivé, ben, plus j'ai le goût d'en faire. Mais tout ça fait face à des leviers, à des obstacles de l'autre côté, je m'excuse. Donc, accès au matériel dans les établissements n'est pas toujours égal. Le réseau n'est pas toujours stable non plus. On est dans des gymnases, donc souvent beaucoup de métaux, beaucoup de structures autour qui font en sorte que l'accès est plus difficile. Les plateaux aussi, donc intérieur, extérieur, temps d'engagement qui peut être un peu plus limité. Au niveau de l'engagement moteur, on a besoin de temps pour expliquer l'utilisation du numérique. Puis il y a une crainte des fois aussi d'utilisation un peu plus prolongée qui font en sorte qu'on bouge moins pendant ce temps-là. Et le besoin de formation qui est pas, qui est très inégal, encore une fois, un peu partout. Donc, d'un côté, ben, on veut, mais de l'autre côté, il y a des obstacles qui sont pertinents. Et le troisième axe de la problématique, ben, on a des attentes gouvernementales euh, sur l'intégration du numérique. Les moyens qui sont déployés ben, sont inégaux, ce qui fait qu'on a une mobilisation qui est variable là, vraiment d'un milieu à l'autre. Dans les investissements, on a eu le plan d'action numérique, donc 2018, le gouvernement a investi au-dessus d'1 milliard dans l'intégration des différents outils numériques, mais aussi pour aller plus vers une mobilisation du numérique que juste un investissement. Je donne une structure, pas une structure, mais des outils, puis utilisez-les. Pour encadrer ça, bon, on a développé le cadre de référence de la compétence numérique qui existait, mais qui a été euh, ben, remis de l'avant pour pouvoir intégrer de façon un petit peu plus critique et créative là, le numérique. Donc, aller un peu plus vers cette mobilisation-là que seulement l'utilisation d'un outil. La profession enseignante a un référentiel des compétences. Et la compétence 12 s'appelle mobiliser le numérique. Donc, c'est déjà des éléments qui sont à développer chez les enseignants pour être le plus professionnel possible. Fait que je me suis dit, ben, parfait, là, maintenant, on a ces éléments-là qui encadrent tout ça. On a une super belle structure. Puis même au niveau, je serais pratiquement mondial, là, de ce que j'ai vu, on a quand même beaucoup d'éléments qui ont été mis de l'avant pour structurer tout ça. Mais ça reste que ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que la littérature aussi nous donne, c'est que c'est intégré de façon vraiment inégale dans les milieux. On peut avoir une école avec beaucoup de formation, des gens impliqués dans l'école, du matériel, puis deux coins de rue plus loin, l'école en a pas le matériel, pas impliqué. Ce qui nous amène à essayer de comprendre un peu, mais pourquoi? Pourquoi de ce côté-là, ça fonctionne de cette façon-là, puis pas dans l'autre école. Donc, c'est nos trois axes qui nous amènent à dire, ben, il y a des inégalités, essayons de savoir qu'est-ce qui cause ces inégalités-là. Pour y arriver, ben, on a besoin bien sûr d'un cadre théorique pour comprendre la mobilisation. Donc, je débute par une partie qui est sur la mobilisation de l'utilisation de l'outil et le modèle UTO que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Pour la mobilisation, ce qu'on cherche, c'est avoir une assise. Tantôt, je parlais d'utilisation. Utilisation très simple, là. J'ai une partie de handball. J'ai besoin d'un chronomètre. Je prends mon téléphone, je chronomètre la partie. Ça sonne, la partie est terminée. Changement, j'ai utilisé du numérique. Est-ce que je l'ai mobilisé? Pas nécessairement. Fait que c'était ça qu'il fallait déterminer puis encadrer, à savoir, ça consiste en quoi? Mobiliser le numérique. Pour y arriver, ben, on a utilisé le cadre de référence, la compétence numérique et la compétence professionnelle qui parle vraiment de mobilisation. Donc, au-delà de utiliser un outil, ben, comment je l'intègre de façon intentionnelle? C'est quoi ma démarche pédagogique que je veux pour rendre l'outil plus pertinent? Puis pour ça, ben, à travers la littérature, à travers ce qu'il y a dans ces cadres-là, puis dans la compétence, ben, on arrive à développer à ressortir quatre dimensions spécifiques. Donc, technique, pédagogique, critique et organisationnelle. La dimension technique va vraiment dans la maîtrise de l'outil. Est-ce qu'on est capable d'utiliser l'outil correctement, de la bonne façon, mais surtout de l'utiliser en présence des élèves? Donc, on a différents endroits où on peut utiliser le numérique. Je peux le mobiliser en planification, je peux le mobiliser pendant que j'enseigne, puis je peux le mobiliser quand j'analyse là, mes situations, où je peux me laisser des traces. Mais c'est important que si je l'utilise, ben, avec quelle aisance je suis capable de l'utiliser en présence des élèves. Tout ce qui est vraiment, je connais les fonctionnalités de l'appareil, puis je suis capable de l'utiliser ou de l'outil. Il y a une dimension pédagogique.
Donc, intégration cohérente, est-ce qu'il y a un soutien à l'apprentissage qui est fait? C'est quoi mon intention par rapport à l'élève? Est-ce que ça va aider l'élève? C'est quoi la rétroaction que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au niveau de l'engagement moteur? Donc, c'est quoi la plus-value au niveau de l'élève? Il y a une dimension critique qui, là, à ce moment-là, va aller déterminer la valeur ajoutée à l'enseignant. Donc, oui, j'ai aidé l'élève. Est-ce que ça, moi, ça a changé quelque chose dans ma pratique d'enseignant? Est-ce que ça a apporté une plus-value à ma pratique d'enseignant? Puis, est-ce que je suis capable de nuancer après ça? Ben, cet outil-là m'a aidé, mais il est pertinent ou il n'est pas pertinent. Donc, être capable de pousser la réflexion plus loin. Ce qu'on voyait un peu dans les études, des fois, c'est, ben, mon collègue dans une autre école l'utilisait, donc je l'utilise sans me poser plus de questions. On essaie d'apporter ça à un niveau un petit peu plus critique. Et la dimension, bien sûr, organisationnelle, qui est une de celles qui est les plus liées présentement à l'intégration ou pas du numérique. Donc, gestion du temps, de l'espace, la disponibilité des ressources et bien sûr de formation ou de soutien technique qu'on peut avoir dans l'école ou dans le centre de service scolaire. Le constat, une fois qu'on a déterminé ces dimensions-là de la mobilisation, ben, on décrit la structure, mais comment ça se fait que ça varie encore beaucoup d'un enseignant à l'autre. Donc là, on sait, parfait, j'ai tous ces éléments-là, mais qu'est-ce que je peux aller chercher d'un petit peu plus chez les enseignants pour déterminer qui fait en sorte qu'ils mobilisent. Donc, on a besoin d'un modèle qui est plus prédictif, plus explicatif, puis qui va chercher des éléments psychosociaux. Donc, oups, j'ai appuyé dessus. Psychosociaux, c'est-à-dire, est-ce que la société ou ce que les gens pensent ou ces éléments-là vont avoir un impact sur mon intégration du numérique? Puis qu'est-ce qui fait que moi, intérieurement, j'ai le goût ou pas de mobiliser ce numérique-là? Donc, pousser la réflexion un petit peu plus loin par rapport à uniquement l'outil. Pour y arriver, c'est le joli modèle qui est ici. Vous avez fait le saut, je le sais, moi aussi. Quand j'ai les vu pour la première fois, je fais, oh, beaucoup de flèches et elles ne sont pas tous là. Vous avez en vert le modèle UTO qui est un modèle d'utilisation et d'acceptation d'utilisation du numérique. Donc là, en anglais, là, c'est United Theory of Acceptance and Utilization of Technology. J'étais allé vers le modèle évolué, le UTO 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le modèle en vert est le UTO original qui était en 2003 là, par Venkatesh, qui a été utilisé. Les traductions qu'on a ici sont celles de Pagé et Al, là, qui ont fait une traduction canadienne-française là, du questionnaire et du modèle. Euh, donc, envers le modèle original qui était critiqué parce qu'on allait justement pas vers justement les éléments un peu plus personnels, donc psychologiques, qui sont ceux en bleu là, qui ont été ajoutés. Rapidement, ce qu'on retrouve à gauche, des facteurs un peu plus contextuels, psychosociaux. Donc, attente de performance, je m'attends à quoi en termes de performance de la part des outils que je vais utiliser ou que je vais mobiliser. Attente à l'effort, quels sont les efforts que moi, je vais devoir faire pour intégrer ces éléments-là. Quelle est l'influence sociale? Qui m'influence? Est-ce que c'est juste la direction de l'école qui m'influence, puis là, je l'intègre ou pas? Est-ce que c'est mes collègues? Est-ce que c'est les experts? Donc, qu'est-ce qui m'influence à un niveau un petit peu plus élevé? Les conditions facilitantes. Donc, est-ce que j'ai le soutien de formation, le soutien technique? Est-ce que j'ai le matériel? Quand on regarde là, brièvement les lignes, là, conditions facilitantes, et les habitudes sont les deux seuls qui peuvent mener une intention directe d'utilisation. Donc, si j'ai toutes les conditions facilitantes, euh, mon âge, mon genre, mon expérience n'auront pas d'impact sur cette utilisation-là. Si je ne les ai pas tous à 100%, d'où la ligne noire qui a été ajoutée de conditions facilitantes vers l'intention comportementale. Là, il peut y avoir des éléments d'âge, donc des variables individuelles, là, âge, genre et expérience, qui peuvent avoir un impact sur mon intention d'utilisation. Ensuite, on a motivation hédonique. Est-ce que j'ai du plaisir ou pas à intégrer le numérique? Est-ce que je trouve ça plaisant de le faire ou c'est vraiment pas plaisant pour moi? Qui va un petit peu, là, qui relie, là, des fois la différence avec l'attente de la performance est pas énorme, mais on va vraiment chercher plus la partie plaisir. Valeur perçue, est-ce que ça vaut la peine l'investissement? En termes de coût, mais en termes de coût aussi de temps,
par rapport aux résultats qu'on va pouvoir en recevoir pour nous et ben, principalement pour nous, mais aussi pour les élèves. Et au niveau des habitudes, on parle ici de mon quotidien. Donc, est-ce que ça change mon quotidien? Est-ce que je réussis à intégrer ça dans ma routine? Ça a vraiment un gros impact ou pas sur ma routine quotidienne, donc sur mes habitudes d'utilisation, qui peut avoir aussi, encore une fois, là, comme j'ai mentionné tantôt, une intervention directe sur les intentions d'utilisation. La différence un peu entre les deux, intentions comportementales, c'est ces éléments-là peuvent influencer mon désir d'intégrer ou pas. Puis l'intention d'utilisation, c'est vraiment je vais l'utiliser ou je ne l'utiliserai pas, qui serait la réponse finale là, de tout ce processus-là. La question se pose maintenant, pourquoi ce modèle-là? Il existe d'autres modèles quand on parle de numérique en éducation. Donc, on a le TPAC. Le TPAC, pour ceux qui sont peut-être moins connus, c'est centré beaucoup plus sur les connaissances. Donc, on a la technologie, la pédagogie et le contenu en soi disciplinaire qui sont interreliés. Tous ces domaines-là se parlent, puis on cherche à savoir, dans le fond, euh, quelles sont les connaissances requises, qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'intégration soit vraiment pédagogique et profitable pour l'élève. Au niveau du SAMR, on est plus dans l'outil en soi, c'est-à-dire l'outil, la tâche qui est à réaliser. Donc, on passe d'une simple substitution à une redéfinition. Là. Ce que ça veut dire, c'est au début du modèle, je prends mon élément papier, je le fais avec du numérique. Est-ce que j'ai réussi à faire une substitution vers ben, une redéfinition complète de la tâche qui est faite avec un outil numérique? Donc, on est dans un niveau d'intégration davantage. Puis moi, je suis allé vers le modèle UTO parce que je voulais être centré un peu plus sur les facteurs qui influencent l'intention puis l'usage du numérique, donc savoir qui mobilise ou pas, puis pourquoi, de façon un petit peu plus précise. Le modèle, bien sûr, a ses limites, donc il prédit une intention, garantit pas que c'est un comportement qui est réel. Euh, Capture moins les dynamiques relationnelles, donc tout ce qui est le vécu des enseignants. Donc, ce qui se fait dans le gymnase, ben là, on a des éléments qui sont soulevés, parfait, de plaisir ou non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est une pratique gagnante? Qu'est-ce qui n'en est pas une? Puis pour y arriver, ben, ça nécessite une approche qui est plus mixte. On va y arriver après dans la méthodologie, ce qui nous amène ben, à l'objectif de recherche qui était présenté au début, mais c'est de comprendre les facteurs individuels et contextuels. Donc, un peu ce qu'on avait dans la colonne de gauche là, du modèle et dans les éléments de la mobilisation qui l'influencent, la mobilisation du numérique chez les enseignants en EPS au primaire et au secondaire dans les écoles du Québec comme objectif spécifique d'analyser les relations donc, entre les facteurs des enseignants pour leur niveau de mobilisation et également aller rechercher un peu leur perception de ce qui est une barrière, un facilitateur pour l'intégration du numérique. Métaux de vie de recherche, donc c'est une étude quantitative à visée descriptive et explicative, qu'on va collecter les données via un questionnaire auto-administré en ligne. Donc la population a été mentionnée, là, enseignants et enseignantes en EPS au primaire, au secondaire au Québec. On vise un échantillonnage aux alentours de 150 personnes là, qui commence à donner une meilleure puissance statistique. On le sait, ce sera probablement pas évident. On me le répète quand même régulièrement dans les milieux de la recherche, mais on va travailler fort là-dessus. Comment on va y arriver? Là, je l'avais mis sur l'autre, là, mais tu sais, recrutement via les réseaux professionnels. Donc, association professionnelle, j'ai contact là, avec le conseiller pédagogique, la Fédération des enseignants en éducation physique, donc pour la diffusion du questionnaire et tout ce qui est réseau professionnel. On va utiliser pour distribuer ce questionnaire en ligne. Le questionnaire est bâti à partir de quatre sections distinctes, donc un profil sociodémographique. Ensuite, on a le niveau de mobilisation. Je l'ai mentionné un petit peu, mais le niveau, comment on mobilise et qu'est-ce qui est mobilisé au niveau de la planification, ensuite au niveau du pilotage d'une séance et dans l'analyse, donc tout ce qui est après la séance.
On a nos facteurs du modèle UTO par la suite. Pour chacun des facteurs, on a trois questions sur une échelle de Likert. Et dans la bulle à côté, bon, on a une complémentarité qualitative. Donc, on a des questions ouvertes associées à chacun des éléments à chacun des facteurs du modèle UTO, qui est une question ouverte sur un peu plus les barrières, les facilitateurs, les pratiques gagnantes ou ce qui se passe réellement sur le terrain, donc, pour apporter cette richesse-là, là, donc de l'approche un peu plus mixte pour venir enrichir les données un peu plus prédictives du modèle. Et on a ajouté un petit modèle complémentaire sur l'intelligence artificielle. C'est pas un module en soi de visée de la recherche, mais on est rendu là. Fait que même moi qui travaille depuis 2 ans, ben, il a fallu évoluer. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'avoir la chance d'aller sonder les gens, pourquoi pas aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, axer un peu sur le côté éthique de la chose et de quelle façon les enseignants d'éducation physique voient cette partie-là, mais c'est pas un objectif vraiment principal, là, c'est vraiment une partie complémentaire qu'on a ajoutée pour enrichir ce projet de recherche. L'analyse des données, ben, vu qu'on utilise une approche mixte, vont être avec le logiciel SPSS pour toute la partie statistique. Je vise des résultats, bien sûr, là, pour démontrer les différents éléments de mobilisation, donc à quel niveau c'est mobilisé. Il y a une question aussi qui est sur leur perception de niveau de maîtrise. Fait que ça allait sonder un petit peu où les enseignants et enseignantes au Québec se situent à ce niveau-là. Les tests qui devraient être utilisés, je dis devraient, on est en voici où j'en suis, donc encore en processus. Je visais les tests T là, pour mettre en relation deux éléments, là, quand même des fois un petit peu plus facile, là, mettre le exemple primaire versus secondaire ou privé, public en lien avec certains facteurs de mobilisation. Euh, J'allais ensuite vers des analyses de type ANOVA, là, donc des analyses de variance pour quand on a trois éléments et plus. Mais probablement, Stéphane l'apprend en même temps, aller vers des régressions multiples. Fait que là, j'en reviens dans mes notes de cours dernièrement, là, j'ai vu que peut-être que de ce côté-là, en tout cas, je serais capable de mesurer un peu plus la mobilisation. Fait que je vais analyser tout ça prochainement. Et NVivo pour l'enrichissement là, qualitatif, donc pour aller chercher les obstacles leviers et réalité de terrain sous un peu la structure là, Anadon et Savoie-Jacques. Euh, donc, de codage et faire ressortir les informations importantes pour les mettre en relation avec les facteurs du modèle UTO. Pertinence scientifique, on veut dépasser tout ce qui est lecture binaire. Donc, je l'utilise, oui, je l'utilise pas, non. J'ai le goût, oui, j'ai pas le goût, non. Pourquoi? Donc, on va aller un petit peu plus loin que ça. Cette partie-là, elle est beaucoup documentée, là. On retrouve beaucoup dans les études des lectures binaires de c'est intégré, c'est pas intégré, mais on voulait aller un petit peu plus loin avec justement l'apport du modèle UTO qui est peu utilisé en éducation physique. Donc, on a peut-être deux exemples là, documentés là, que j'ai trouvés. Sinon, c'est vraiment pas utilisé. Il n'y a pas de données empiriques au Québec à ce niveau-là. Donc, il y a des études qui ont été faites en lien avec du numérique, mais par rapport à des outils spécifiques numériques, mais pas sur la perception des enseignants ou comment on peut euh, mobiliser le numérique pour amener à cette pertinence sociale-là d'outils. Dans le fond, le milieu pour une meilleure intégration. On va offrir aussi aux enseignants qui répondent au questionnaire, là, déjà, en regardant le questionnaire, par l'analysant un peu, tu sais, je pense que déjà le questionnaire apporte des réflexions, vu les différentes questions psychosociales là, qui sont spécifiées, et partager ces résultats-là après, puis espérer ben, une amélioration peut-être au niveau de la formation continue, ben, pas peut-être, au niveau de la formation continue et de la formation initiale. Donc, ces données-là peuvent aider ce côté-là, puis sensibiliser, puis nous aider à cibler les bons éléments au niveau de la formation et de l'accompagnement, ben, ça serait une plus-value, certainement. Donc, ça termine. Merci beaucoup pour votre attention, pour mon projet. Puis, je suis ouvert à toutes les, bien sûr, questions et commentaires. Je sais pas, j'ai été pas pire dans le temps. Hein. Je pas vu. Ah, c'est pire.
sais pas Dans le s'il y en temps, a qui avaient 23 minutes. 23, parfait. s'il y en a qui avaient des questions pour Martin. Moi, j'en aurais peut-être une petite, Martin, si tu me le Oui, permets. absolument. Écoute, tu as indiqué d'entrée de jeu, là, il y a un peu un paradoxe entre EPS et utilisation du numérique, dans le sens où ça fait partie de notre travail en tant qu'enseignant d'éducation physique et à la santé, de conscientiser les jeunes à une surutilisation du numérique ou un peu les tenir loin des écrans et leur trouver d'autres choses à faire, les aider à se trouver autre chose à faire. Est-ce que dans ce que tu as lu, cette dualité-là spécifique à l'EPS, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? C'est plutôt anecdotique, mais les étudiants à qui j'enseigne, les collègues, j'en ai plusieurs qui refusent d'utiliser le numérique par principe. C'est simplement parce que c'est un peu comme s'ils essaient d'être contre les écrans de façon globale, de se positionner comme ça. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les écrits par rapport à ça. Pour vrai, je ne l'ai pas tant lu. C'était mentionné, mais pas nécessairement documenté. Fait que il y a énormément de documentation sur les bienfaits, sur les obstacles, mais vraiment sur cette partie-là de perception, d'utilisation. Ce qu'on a trouvé, c'était dans des échelles plus petites, puis dans des études moins appliquées au contexte, je veux dire, nord-américain. Là, j'ai une étude de perception au Rwanda qui peut-être s'applique pas nécessairement à notre réalité, là. Mais non, je le vois par contre, parce que étant dans le milieu depuis un bon bout, je le vois et je l'entends. Donc des gens qui disent, bah, moi je l'utilise juste pas, mais ils l'utilisent pas avec les enfants. Ce qui veut pas dire qu'ils le mobilisent pas comme eux, comme enseignants, pour la Ouais. préparation, pour l'analyse. C'est là des fois que on fait comme, bah non, non, moi je n'utilise pas ça le numérique. Puis là, je dis, OK, mais vous avez une tablette? Puis là, ah oui, 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 mais là, parce que je planifie, parce que je me laisse des traces, j'évalue avec, ça. Ah, OK, fait on va pouvoir aller chercher un spectre un petit peu plus grand que ce qui revient souvent à l'utilisation avec l'élève, mais c'est pas énormément documenté. Puis, est-ce que ton modèle, tu disais UTO 2, Oui, permettait d'avoir justement des variables plus psychologiques sur les. Est-ce que ça va te permettre de l'avoir un peu, cette dualité-là, ou ce oui. positionnement-là, des fois, plus. C'est au niveau des valeurs de la personne, là, souvent? Oui, effectivement, dans la partie influence sociale, le questionnement est sur ça. Et, tu sais, qui OK. influence l'intention d'utiliser ou pas? Puis, tu sais, moi, mon défi va être de réussir à aller chercher ceux qui n'utilisent pas. Ma crainte, c'est que ceux qui Ouais, n'utilisent pas le numérique remplissent pas le questionnaire. pas dans Mais ton échantillon, oui. c'est eux qui vont être les plus pertinents pour moi. Là. Fait que j'imagine dans mon texte de présentation, ça va être super important. Là. Puis de faire en sorte d'aller les chercher, ces gens-là, parce que oui, toutes les questions ont été revues et reformulées pour inclure tous ceux qui ne l'utilisent pas, puis aller chercher cette- cet aspect-là, tu sais, de dire, ben, je ne l'utilise pas parce que je veux pas qu'il soit devant les écrans, mais parce que personnellement, je veux pas, parce qu'il y a des gens qui m'influencent, parce que je me base sur les données. C'est là que quelqu'un qui a lu mon questionnaire dernièrement, une de mes anciennes enseignantes, là, prof là, de maîtrise, puis qui a fait, ben, elle dit, moi, ton questionnaire me fait réfléchir à OK. pourquoi je l'utilise pas. Tu sais, fait que j'espère pouvoir le faire via cet aspect-là. Mais oui, c'est l'objectif, c'est d'aller chercher ça. Hein. Super. Oui, Merci. plaisir. Moi, j'aurais. Vas-y, Josiane. Parce que j'ai levé la main, Philippe. Oui. Merci pour la présentation très claire, pour la progression aussi dans le travail de recherche qui avance. Euh, J'aurais une question plus conceptuelle par Oui, rapport aux termes qui ont été utilisés puis écrits dans la présentation. Il y a comme un usage mélangé de mobilisation, utilisation, puis même intégration. J'aimerais avoir des éclaircissements sur ces concepts qui s'entrecroisent, puis je sais pertinemment que c'est pas nécessairement c'est imperméable tout ça, mais peut-être d'y revenir un petit peu sur les distinctions, puis même que le UTO, si j'ai bien compris, mesure ou en tout cas s'intéresse peut-être un peu plus à l'utilisation qu'à la mobilisation. Fait que comment ça se passe, ça bouge tout ça conceptuellement? oui.
En fait, ma plus grosse difficulté, c'est que ça fait, mettons, une douzaine d'années que je suis là-dedans. J'ai donné beaucoup, beaucoup de formations avant d'arriver à mon projet de recherche, puis qu'on me demande de spécifier le mot. Les mots, il y a beaucoup, beaucoup de mots là-dedans, parce que je ne spécifie même pas, là, je ne sais pas si je dois le dire, mais je ne spécifie pas le numérique en soi. C'est mission impossible. J'ai passé plusieurs mois à chercher et à essayer de trouver une définition. Mon cours directeur a écrit un livre qui s'appelle Le numérique en éducation physique. Et je lui ai dit comme critique à la fin, mais je dis, vous ne le définissez pas le numérique à la fin. Fait que là, je partais avec ces problématiques-là, puis je m'en rends compte, moi, en parlant aussi. Fait que je vais les définir, là, mais que je bifurque sur l'utilisation. Puis je le sais consciemment, là, tu sais, tantôt je l'ai dit à un moment donné, puis j'ai fait, ah, j'ai encore dit l'utilisation. Puis la recherche est beaucoup sur l'utilisation et vraiment pas beaucoup sur la mobilisation. Ce qui m'a amené à ça, c'est vraiment la compétence 12 du référentiel professionnel là, des enseignants qui s'appelle mobiliser le numérique. Fait que si je veux l'avoir en contexte québécois, il faut que je définisse ce que peut dire mobilisation. Puis ce qu'on entend par utilisation, c'est vraiment je prends un outil, je l'utilise, j'ai pas nécessairement d'intention pédagogique liée à l'utilisation. Euh, Puis quand je vais dans la mobilisation, c'est que je voulais l'utiliser dans un objectif spécifique. Donc, on a retrouvé à travers le temps beaucoup d'utilisation, puis c'était un peu ce qu'on reprochait, tu sais, même les gens qui écrivent les études, souvent les ouvertures allaient dans ce sens-là de ben là, on a réussi à faire ressortir, je l'utilise ou pas, mais on n'est pas allé plus loin à savoir c'est quoi utiliser. Fait que là, ben, vu que l'utilisation revenait quand même souvent, c'était là que j'ai fait, bon, OK, tu sais, je pense que la mobilisation serait un bon point d'ancrage. Mon co-directeur, qui est Lionel Roche, qui est français, me challenge beaucoup sur l'utilisation de ce mot-là. Et là, la seule différence que j'ai pas fait encore spécifiquement, puis que tu sais, là, je travaille beaucoup, beaucoup sur mon projet. Hein, je ne veux pas trop, trop m'étendre, là, mais tu sais, dans un projet de maîtrise, pour moi, c'est tout nouveau, là, mais tu sais, on fait la problématique, après ça, on fait le cadre théorique, après ça, on fait la métro. La problématique, elle date d'il y a un an. Là. Et là, là, plus je le présente, d'où l'objectif aujourd'hui, plus je me rends compte que, ouah, OK, il y a peut-être il me manque ça, il me manque ça. Euh, et utilisation et usage me reste à lier. Tu sais, le modèle est un modèle tu sais, qui est supposé prédire l'utilisation et l'usage. Mais ils ne spécifient pas dans leur recherche la différence entre utilisation et usage. Pour eux, c'est la même chose. Tu sais, ça revient à j'utilise l'outil juste pour l'utiliser, puis l'usage ressemble un petit peu plus à la mobilisation, mais il ne rentre pas dans ces détails-là. Il reste vraiment dans la partie, le modèle va expliquer plus que juste je le prends ou je le prends pas. Là. C'était l'objectif, c'était de décrocher de l'analyse binaire là, à la base. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aller pousser un petit peu plus loin la partie mobilisation. Puis dans le questionnaire, on l'a séparé aussi. Tu sais, fait qu'on a une partie qui est vraiment mobilisation, où là, on va dire, OK, qu'est-ce qui est utilisé avant, qui a une intention pédagogique. Fait que tu l'as utilisé dans la planification, de quoi? Pourquoi? Les questions sont vraiment libellées euh, dans cette direction-là pour aller chercher vraiment plus un aspect mobilisation que utilisation. Quand on va aussi dans l'utilisation, euh, je prends un téléviseur. Donc, je mets le téléviseur, je fais jouer une vidéo pour présenter quelque chose. Je ferme le téléviseur. Je n'avais pas plus d'intention que utiliser cet outil-là pour montrer une vidéo de bobsleigh parce que c'est les Jeux olympiques. OK, mais c'était quoi l'intention qui était derrière ça? Fait que l'utilisation, on en a beaucoup des données. On en avait moins sur est-ce qu'il y a une mobilisation derrière cette utilisation-là. Je sais pas si... Ben oui, ça met en évidence toute l'importance d'avoir une écriture itérative puis des réflexions Mhm. comme ça qui nous poussent à retourner sur nos anciens écrits puis nos chapitres précédents. Exact. Merci. J'irai un peu dans le même sens. Au début, j'avais posé la question de mobiliser le numérique et utiliser le numérique, en quoi c'est différent? Puis tu avais parlé Mhm. du chronomètre.
Oui, J'utilise mon téléphone pour chronométrer, ça s'est utilisé, mais c'est oui, comme s'il n'y avait pas d'intention. Tu as dit intégrer, mobiliser, c'est intégrer de façon intentionnelle. Bon, après, tu as dérivé mobiliser, si je me souviens, mobiliser est au centre, et puis tu as technique, mobiliser de façon technique, pédagogique, critique et organisationnelle. Ça, je pense que ça aide. Ça oui. t'aidera, toi. Et particulièrement la partie, les quatre parties sont intéressantes, particulièrement la partie de plus-value pédagogique. Mhm. C'est c'est le niveau de plus-value. Bon, j'ai chronométré, d'accord, mais ça me donne une information à moi, relativement simple, mais au niveau du soutien aux apprentissages et des apprentissages réels qui se sont faits, il y a quelque chose au niveau de la plus-value pédagogique qui fait que tu pourrais dire qu'il y a une différence entre utiliser qui est relativement simple, où la plus-value est faible, définir faible, et, euh, et, euh, et un niveau de mobilisation où la plus-value est plus importante. Mais comme tu as commencé à le définir avec ces quatre zones, Mhm. y compris le côté critique, c'est-à-dire en quoi est-ce que ça m'aide, en quoi c'est réellement pertinent pour ma pratique, pour enseigner, ou est-ce que c'est pas pertinent, à ce moment-là, je le lâche. Là, ça commence à être intéressant, là, l'idée de mobiliser par rapport à utiliser simplement. Utiliser, c'est quasiment sans réflexion, Ouais, et mobiliser, c'est avec une pensée derrière qui est un peu plus articulée. Si les gens exactement. n'ont pas, si les auteurs n'ont pas précisé, ben, tu le précises toi, ça sera ta définition Mhm. maison. Je n'ai pas réellement trouvé dans la littérature comment les différences, y compris dans le modèle Uto, là. Oui, Mais il faut le dire, parce que OK. ça montre que tu es un chercheur critique. Et ben, je n'ai pas réellement trouvé de différence entre les deux. Moi, j'ai besoin d'une différence et voici comment je la fais. Et tu l'explicites. Ça servira à d'autres auteurs après qui diront, ah, j'aime bien cette différence. Puis au moins, on saura de quoi tu parles. Et après, être constant dans l'utilisation. Moi, Oui, j'avais une puis, question sur. Oui, vas-y. tu sais, où j'arrive aux quatre dimensions, tu sais, souvent, j'avais, au-delà du modèle technique, tu sais, il y a un côté organisationnel important. Puis là, dans l'autre recherche, au-delà du modèle technique, est-ce que ça apporte quelque chose à l'élève? Ben, on dirait que personne ne les mettait les quatre ensemble. Mhm. Tu sais, la Mhm. recherche, elle a toujours cherché des pointes comme ça. Ça, je m'en suis rendu compte après coup, parce que là, vu que je voulais partir un peu de ma compétence professionnelle, ben, il fallait que je trouve une façon de définir cette mobilisation-là, qui est d'ailleurs aucunement définie ni dans le cadre de référence, ni dans le référentiel des compétences. On l'utilise. Le plan d'action numérique parle de mobilisation. Il n'existe aucune définition. Quand il y a même un lexique des définitions, je suis tombé sur un document ministériel d'analyse de la mobilisation du numérique, du plan d'action numérique, avec un dictionnaire de 3 pages de tous les mots, pas numérique et pas mobilisation. Aucune définition existe dans ces documents-là. Fait que je trouvais ça drôle. Je dis, OK, ben, je pense que je touche à quelque chose. Mais Mais là, je pense que pas pour numérique, mais dans ton argumentaire, c'est important de le dire. C'est-à-dire, dans la OK. littérature, il y a telle pointe à tel endroit, telle pointe à tel endroit, OK. telle pointe, mais et personne ne fait le lien. Ça me dérange. Il y a, on a un problème parce que si on veut réellement intégrer, mobiliser le numérique, on a besoin d'intégrer donc, le montrer que la littérature, ça montre que tu as fait le tour de la littérature, ça montre que tu la connais, puis ça montre que tu as un besoin Mhm. qui est émergent et que tu remplis le besoin sur le plan conceptuel d'aller beaucoup plus loin. Ça sera un apport conceptuel de ta part. Toi, ça va t'aider, OK. puis ça va aider d'autres chercheurs pour aller plus loin dans le domaine. J'avais une Parfait. question, Merci. il reste que 3 minutes avant la mi-temps. Euh, c'est les facteurs que tu appelles les conditions facilitantes. Et tu vas les chercher à deux endroits de manière quantitative avec c'est le troisième point là, de ton questionnaire quanti, et tu vas les chercher aussi en quali avec les perceptions des barrières des facilitateurs. Je me demandais quel genre de questions tu posais pour avoir les conditions facilitantes. Généralement, en quanti, ce qu'on fait, c'est pas des questions ouvertes. Donc, ceci aide, 1, 2, 3, 4, ceci aide, 1, 2, 3, 4, ceci aide. Alors, qu'est-ce qui aide? Moi, ça Euh, m'intéresserait de savoir. oui, mon Dieu, je vais te chercher ça maintenant. Là, c'est là que tu dis, mais tu connais pas toutes tes questions par cœur. Mhm, Non, non, comment mhm, je ça? travaille. Comment ça? Là, je vais au premier, l'attente de performance. Tu sais, l'usage du numérique est utile dans mon quotidien d'enseignant. Ben, tu sais, Mais si on me répond, les conditions facilitantes, tu les as là? qu'est-ce qui facilite ben, c'est parce que là, qu'est-ce qui va faciliter va être
par rapport au fait que ce qui ressort, c'est si c'est fortement d'accord, fortement en désaccord, là. Fait que si dans mes attentes de performance, c'est fortement en désaccord sur les éléments qui sont présentés, donc ça me demande beaucoup d'efforts, donc fortement en désaccord. Ah, d'accord. Oui, mais Ça c'est ça. devient. Par exemple, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça serait pas, ça serait une condition qui empêche. Mais dans les Oui, conditions exact. facilitantes, j'ai essayé de voir dans les conditions facilitantes, ça me demande pas beaucoup d'efforts. Ça serait une condition facilitante. Non, en fait, non, c'est vrai, ça va faire ressortir davantage une barrière. Qu'est-ce qui pourrait, là, j'essaie de voir ceux qui seraient facilitants. Ben, la valeur perçue, si, euh, tu sais, je pense que le coût versus les bénéfices que je vais en retirer sont élevés, donc ce serait une barrière facilitante de dire, ben, c'est pas une question de coût, c'est une question d'avoir accès, mais sinon, c'est vraiment plus dans les questions ouvertes que Mm. je vais le rechercher, là. Mm. Tu vois, mais là, est-ce que je mentionne que- on dirait que je cherche à quel endroit je mentionne que le questionnaire et tout fait ressortir ça? Parce que mon objectif, Non, c'était pas ça. non, non, C'était non, vraiment c'est dans ça. Non, le. non, 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 tu as ton troisième point dans le questionnaire, ton troisième section qui est les facteurs UTO. Ouais, Donc, moi, j'ai dit d'influence ou d'acceptation, selon la traduction. Puis, comme quand tu as présenté ton modèle, tu avais les attentes de OK. performance, l'influence sociale, les conditions facilitantes. Moi, je me suis arrêté sur conditions facilitantes parce que c'est celles qui, après, se retrouvaient dans le quali. Donc, comme tu dis qu'à un moment donné, tu vas faire le lien, tu vas essayer de faire le lien entre les données quanti et quali, là, je voyais tout de suite, si tu parles de conditions facilitantes d'un côté, puis qu'en quali, tu vas chercher les obstacles et les facilitateurs, là, il y aura un pont qui pourra se faire. Mais c'est ce qu'ils vont dire en quali, mais tu ne sais pas encore ce qu'ils vont dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que toi, qu'est-ce que tu leur proposes comme choix fermé de conditions facilitantes? C'était ça qui m'intéressait, pour voir si après, ça pourrait discuter. Ah oui, tiens, ils reprennent les mêmes conditions facilitantes. Pourquoi je dis conditions facilitantes? C'est parce que stratégiquement, elles sont importantes Mhm. pour la portée sociale de la chose. Si tu trouves des conditions facilitantes, ben, ça va aider à se développer, à mobiliser le numérique dans certaines écoles. C'est pour ça que je les trouve intéressantes. Elles Oui, sont ce que j'appelle replantables, ces conditions. Alors que les oui. obstacles, ils ne sont pas replantables. Enfin, bon, bref. Mais c'est pas grave. Là, Donc, notre deuxième présentatrice est Mégane Gendron. Mégane est enseignante au primaire depuis 7 ans et elle est animée par une profonde passion pour l'éducation. Elle porte un intérêt particulier au préscolaire et à la première année du primaire, des niveaux où le développement d'un lien d'attachement avec les élèves occupe une place centrale dans son approche pédagogique. Son mémoire explore les difficultés liées à la charge de travail des enseignantes de première année et cherche à identifier les besoins qui pourraient renforcer la relation avec les élèves en classe. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule Quelles pratiques permettent aux enseignants de première année d'établir un lien affectif significatif avec leurs élèves malgré une charge de travail élevée? Alors, Mégane, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à m'excuser, j'ai un petit rhume. Alors, c'est ça que ça fait de travailler avec des enfants, c'est constant pendant l'année. Et je vais partager ça ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui, parfait. Ah, on voit, mais on voit toutes tes diapos. OK, là, oui. Ouais, parfait. Donc, oui, c'est ça. Je suis étudiante à la maîtrise en efficacité de l'enseignement. Puis, ça fait 7 ans que j'enseigne. Puis, ça fait 4 ans que je suis en première année. Niveau chouchou. Donc, pour ma présentation, je vais vous exposer la problématique, le début de mon cadre théorique. La méthodologie n'est pas encore développée, elle est comme en brouillon pour l'instant. Puis une petite description générale du projet. Donc, pour ce qui est de la problématique, je vais vous parler du descriptif de la tâche d'un enseignant, la description, pardon, par le gouvernement du Québec. Donc, on dit que c'est de planifier, de préparer des cours, de susciter l'intérêt, la motivation, la curiosité, d'enseigner à l'aide de cours, de discussion, de présentation, de préparer, faire passer, corriger des examens, évaluer les progrès des élèves, cerner les besoins, assurer une discipline, participer à une réunion, ainsi de suite. Donc, on a un long descriptif. Puis, par contre, dans le descriptif, on parle pas du lien d'attachement. Puis, c'est ce qui vient un peu me chicoter, puis qui va faire la suite
de ma problématique. On entend souvent même parler que la charge de travail d'une personne enseignante, ça l'augmente au fil des heures, malgré la description que je viens d'en faire. Les enseignants doivent composer avec un éventuel de situation dans leur quotidien. Une charge de travail d'un enseignant, c'est 32 heures par semaine là, pour un 100%, mais bien évidemment, sans compter le fameux temps supplémentaire qu'on accorde. Petite donnée intéressante, 25% des jeunes enseignants quittent parmi les 7 premières années d'expérience au travail. Donc, tout ça, c'est questionnant pour qu'est-ce qui entraîne le départ des enseignants. Puis moi, je tiens à souligner selon la charge de travail que ça engendre. Donc, pour ce qui est de la charge de travail, c'est l'un des facteurs préoccupants de la pénurie d'enseignants au Québec. Puis, beaucoup d'études là, exposent les conséquences comme de la fatigue, de l'épuisement, du stress, de l'abandon. Puis, donc, pardon, faudrait que je prenne mes présences, je suis pas en classe présentement. Non, ça m'a perdu. Les enseignants qui sont surchargés au travail, qui présentent des signes d'épuisement, de stress et ainsi de suite, ben, on se dit qu'ils seront probablement pas disponibles pour répondre à leurs propres besoins. Hein, on s'y attend. Puis, alors, on se questionne, est-ce qu'ils peuvent maintenant répondre aux besoins de leurs élèves lorsqu'ils vivent toutes ces émotions-là? Pour ce qui est du lien d'attachement, comme j'ai mentionné, c'est un élément qui n'est pas mentionné dans le descriptif de la tâche du gouvernement du Québec. Puis malgré son importance, ben, c'est souvent négligé. Donc, soit le temps dédié à la création du lien. En raison de la charge de travail, ben, ça peut être difficile pour un enseignant de trouver le temps de créer le lien. Mais pourtant, le lien affectif, ça le tout pour être un pilier pour l'enseignant. Puis ça, c'est dans plusieurs recherches que c'est démontré. Ça l'engendre une grande motivation, un sentiment d'engagement, de persévérance aussi chez les élèves. Ça crée un environnement positif au sein de la classe et dans le climat. Donc, je me questionne en constatant la charge de travail constante des enseignants, puis l'importance du lien d'attachement entre les élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme pratique dans notre quotidien pour pouvoir aider les enseignants à créer le lien? Ma question de problématique est encore elle change au quotidien, je l'ajuste, hein, je suis plus au début, là, moi, là, donc c'est toujours en réflexion. Donc, les objectifs, explorer l'influence de la charge de travail des enseignants de première année sur la qualité du lien relationnel avec leurs élèves, utiliser un questionnaire d'entrevue semi-dirigé afin de faire ressortir des pratiques gagnantes dans l'établissement d'un lien significatif, développer et analyser des pratiques gagnantes dans l'établissement du lien, identifier des pratiques de gestion de temps favorisant l'établissement d'un lien d'attachement positif entre les enseignants et les élèves, puis proposer des pratiques gagnantes dans la gestion du temps favorisant l'établissement d'un lien significatif. Pardon. Pour les retombées, on souhaite mettre en lumière l'importance du lien enseignant-élève en première année, reconnaître les conditions gagnantes à l'établissement du lien significatif, sensibiliser les enseignantes sur l'importance du lien affectif comme levier dans la gestion de classe et proposer des stratégies tangibles de gestion du temps afin de soutenir les enseignantes dans la création du lien positif avec leurs élèves de première année. Pardon. Pour ce qui est du cadre théorique, donc d'abord la charge de travail. Lorsqu'on analyse plusieurs recherches, on constate rapidement que l'ampleur et la complexité de la charge augmentent au fil des ans. Je l'ai énuméré tantôt le descriptif du gouvernement du Québec, mais je peux nommer d'autres choses qui n'en font même pas partie, donc la gestion de comportement, la résolution de conflits, les surveillances aux récréations, le rattrapage pour les élèves en difficulté, participation au plan d'intervention au comité. Selon l'étude du portrait de la situation des écoles au Québec, les enseignants mentionnent à 59% que le temps de travail au-delà des heures prévues augmente dans les 5 dernières années. Donc, on imagine que c'est toujours en croissance avec les années. Pour ce qui est du rôle affectif, dans le contexte scolaire, on envisage que la relation maître-élève, c'est une extension de la relation parentale. Donc, pour que cette relation soit positive, on la caractérise
d'affectif, d'absence de conflit, d'une relation de sécurité, de confiance, de communication et de soutien. On demande à l'enseignant d'être affectif aux besoins, attentif, pardon, aux besoins affectifs, aux besoins cognitifs et sociaux de l'élève. Donc, on peut prétendre que ça prend beaucoup de temps pour l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit disponible pour le faire. Mon Dieu, pardon. Cette relation est une condition gagnante favorisant la réussite scolaire des élèves. On entend souvent parler. Puis moi, je fais le pont également entre la différence préscolaire et première année parce qu'il y a quand même une transition importante ici. Les enseignantes du préscolaire, eux, ont le mandat de faire la maternelle un rite de passage qui donne le goût. Donc, on va viser le développement global, la motivation, la proximité, le jeu. Hein. Les enseignantes de maternelle sont, on le dit, maternelles comparativement une fois en première année où les apprentissages sont priorisés et le lien affectif est un peu mis de côté. Plusieurs études mentionnent là, que c'est une transition qui est majeure dans le développement des enfants, dans le parcours scolaire des enfants, pardon. Puis, une transition complexe, pardon, surtout pour les élèves n'ayant pas une maturité émotionnelle pour bien franchir cette étape. Donc, c'est tout le processus du passage qui est important ici. Je me perds un petit peu dans mes choses. Bon, pour ce qui est du manque de temps, le manque de temps, l'emploi de la charge ou les contraintes de temps, peu importe la manière qu'on la nomme, c'est pas nouveau en éducation. Donc, au Québec, la complexification et l'alourdissement constant de la tâche des enseignants contribuent à la détérioration de la condition gagnante et un malaise dans la profession. Donc, il y a toujours plus à faire, mais il y a toujours plus de contraintes de temps. Donc, c'est ce qui engendre souvent des facteurs de stress, la sensibilité qui peuvent être affectés. Puis, on suppose que ça peut affecter la qualité des interactions des enseignants envers leurs élèves. Alors, comme constat et préoccupation, on constate que la charge de travail sur les personnes enseignantes, ça engendre un manque de temps, engendre un impact sur l'enseignant, le stress, la sensibilité, et que ça a un impact direct sur la relation avec les élèves. Pour ce qui est de la méthodologie, alors on n'est pas rendu là pour l'instant, mais brièvement, là, donc on va évidemment viser des enseignantes de première année avec un minimum d'années d'expérience dans le niveau, 15 à 20 enseignantes environ. Comme outil de cahier de données, on vise une entrevue semi-dirigée à l'aide d'une conception d'un questionnaire, puis analyser les données à l'élaboration de propositions et des stratégies. Donc, généralement, pour le projet, on explore et analyse l'impact de la charge de travail des enseignantes de première année sur la qualité des relations établies avec les élèves. En complément de la littérature, oh mon Dieu, je vais manquer de batterie. Les entrevues semi-dirigées auront lieu afin de faire ressortir des pratiques gagnantes dans l'établissement d'un lien affectif. Promouvoir la création du lien affectif comme pilier de gestion de classe efficace. Proposer des pratiques de gestion du temps favorisant l'établissement d'un lien d'attachement positif entre les enseignantes de première année et leurs élèves. Et voilà. Bravo. Avez-vous des questions les uns et les autres, des commentaires? Si vous n'en avez pas, j'ouvre la chose. Merci de ce travail-là. C'est pas facile de commencer, on ne sait pas trop par où prendre les choses, et puis il faut commencer par commencer, c'est tout. Donc c'est normal que les choses progressent comme ça. Je regardais ta liste d'objectifs, j'ai trouvé assez ambitieux. Par exemple, tu avais exploré l'influence du travail, de la charge de travail, je ne sais plus si c'était exploiter les pratiques enseignantes, puis tu avais un troisième, je crois, qui était développer et analyser des pratiques gagnantes. Après, je me suis dit, oh là, mais déjà, explorer, c'est un sacré boulot pour une maîtrise. Hein. Explorer les pratiques gagnantes en première année qui font qu'il y a du lien affectif qui se crée. En soi, avec tes 15 participantes,
Si tu arrives à décrire ça, à obtenir ça, à montrer ça, puis à finement analyser ça, ça suffit pour une maîtrise. Alors, c'est un type de maîtrise descriptive. Puis, toi, tu t'es rajouté un objectif qui est de développer et d'analyser des pratiques enseignantes, c'est-à-dire tirer plus loin. C'est-à-dire tu proposerais des pratiques qui vont aider à créer le lien et tu analyserais probablement leurs effets. Mais ça, à mon avis, c'est une autre recherche. Ou alors, tu as vraiment un gros appétit, et ça ressemble plus à un doctorat, ça. C'est faire les deux à la fois. Donc, je dirais, j'aurais tendance à dire, mais ça, il faut que tu vois avec tes directions de recherche ou ta direction, je ne sais pas. Soit tu vas vers du descriptif, c'est exploratoire, mais finalement, ça se crée comment un bon lien? C'est quoi les pratiques gagnantes avec les 15 personnes? Là, c'est quoi qu'elles en disent et puis comment elles font? Déjà, ça, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est explorer et décrire. Ou tu vas dans développer et analyser des pratiques gagnantes. Mais on dirait qu'il manque un bout, parce que si on ne connaît pas comment il crée du lien, ou alors on le connaît déjà dans la littérature. Si on connaît déjà dans la littérature, bon, ça peut aider, là, on va développer. Ouais, ça pourrait aussi être une recherche, ça pourrait aussi être ce qu'on appelle une recherche-développement, dans laquelle tu proposes un modèle pour créer des liens. Et tu testes ce modèle-là, mais pour une maîtrise, c'est du boulot. Donc moi, j'irais plutôt vers la simplification, et ça ne sera pas si simple que ça, qui serait d'explorer et de décrire. Euh, une autre petite remarque sur ton cadre, ce que tu as appelé ton cadre théorique. Je pense que c'est plutôt un cadre conceptuel. Cadre théorique, ça suppose que tu as une théorie derrière qui t'appuie. Martin avait une théorie, là, UTO 2. C'est une théorie, si tu veux, qui est relativement complexe et complète. Hein, en soi, c'est un tout. Donc là, c'est un cadre théorique, on peut le dire. Toi, je pense que c'est plutôt un cadre conceptuel parce que tu n'as pas, à moins que ce soit deux cas théoriques là, mais j'ai vu plusieurs choses. Tu as beaucoup insisté sur la question de la charge de travail, du stress, de la complexification du métier, etc., etc., etc. Ça, en soi, ça pourrait être un morceau. On a beaucoup de choses à dire sur comment ils ont des montagnes sur leurs épaules. Ils ont du stress, ils abandonnent rapidement à cause de ça, ils ont une charge de travail, ça se complexifie avec les années, etc., etc. Là, tu as tout un portrait à faire. Et tu auras autre chose, à mon avis, que tu ne peux pas rater, c'est le rôle du lien affectif. Parce que tu dis il faut créer un lien affectif, mais n'importe quel chercheur, il va dire, OK, ça veut dire quoi un lien affectif? Puis ça veut dire quoi créer un lien affectif? Puis ça mange quoi en hiver, ce truc-là? Donc, il faut créer un lien affectif, super, mais on a des montagnes sur nos épaules. Comment on fait pour arriver à tenir les deux? Moi, c'est ce que je vois, parce que j'ai l'impression que ton cadre conceptuel ou théorique, il était encore un peu flottant, mais il me semble que là, c'est les deux grands blocs sur lesquels tu es en train d'articuler des idées. Donc, peut-être qu'il y en aura un troisième qui se greffe, là, mais là, je pense que c'est les deux grands blocs que je vois. Je m'arrête là. Josiane? Oui, merci pour la présentation d'un projet en émergence. J'irai avec, dans le cadre conceptuel, il semble y avoir des lectures de fait intéressantes sur l'aspect de planification parce que, il y a eu un choix volontaire par rapport à établir un lien significatif. Puis établir, non pas maintenir ou le rétablir, parce que bon, dans le domaine de la gestion de classe, on pourrait voir ces trois morceaux-là, hein, des fois d'une relation qui s'envenime ou qu'on doit ramener. Fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la planification que je sens peut-être dans le projet, puis peut-être que tu pourrais dire que c'est pas tout à fait là que tu veux aller, mais établir un lien affectif significatif me semble de l'ordre quand même de la planification ou d'un moment assez circonscrit dans l'année ou dans un début de contrat où on est dans la nouveauté, on connaît nos élèves, on commence quelque chose, quoi, puis on essaie d'établir finalement ce fameux lien-là. Fait qu'il y aurait probablement une exploration, si c'est maintenu, que c'est établir, qui est intéressant, d'un moment, c'est circonscrit, ou d'un aspect de planification de cette composante de la gestion de classe qui sera à l'honneur. Ensuite, dans la problématique, je notais peut-être une petite recommandation, puis ça viendra de toute façon, mais
de penser l'espèce d'entonnoir du plus général au plus précis à cette fameuse charge de travail-là qui est celle des enseignants et enseignantes de première année. Parce que là, c'est allé dans la charge de travail en général chez les enseignants, qui est intense, complexe, tout ça. Mais tu t'intéresses quand même à un cycle en particulier, un niveau en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il y a de problématiques ou de problèmes spécifiques dans ce fameux contexte-là, très circonscrit encore une fois, qui est les premières années. Alors, tu as peut-être, si je le transforme sous forme de question, est-ce que déjà, dans tes lectures, tu peux percevoir ce problème-là de charge de travail pour les enseignants de première année? Et si oui, ben, quel est-il dans ta conception actuelle là, de ce problème-là? Ok, merci. D'autres commentaires ou questions? Ou tu peux y répondre si tu veux, sur ce que tu vois comme problème en première année particulièrement. Martin? Moi, c'est plus l'étudiant, Martin, qui parle à l'étudiante Méliane. C'est normal d'avoir autant de questions au début, là. Je pense que je suis loin de ce que je voulais au départ. Puis, tu sais, là, je suis rendu avec les 3 chapitres, puis je présente la semaine prochaine, mais tu sais, au mois d'août, j'ai dû me rasseoir et à me poser tu sais, la question qu'on se pose 1 million de fois, mais qu'on se pose encore pas assez, qui est pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi lui? Où ça me mène? Tu sais, pour réussir à répondre à ma question à la fin, est-ce que c'est ça que je veux? Tu sais, est-ce que ça me motive, ce pourquoi-là? Oui. C'est là que, tu sais, parce que là, j'écoute, tu sais, puis c'est pas évident, là. Il y a beaucoup de waouh, ok, là, tu sais, j'en ai trop, j'en ai pas assez, mais en tout cas, c'est juste pour dire que c'est tout à fait normal comme cheminement, puis tu vas voir, ça se précise au fur et à mesure, là. Donc, euh, t'inquiète, puis conseil comme ça, là, vu que ça va toucher des enseignants dans les centres de services scolaires spécifiquement, ton, ta chronologie ou timeline, là, en tout cas, où tu vas faire tes choses. Il y a des dates de dépôt hyper importantes dans les centres de services scolaires, peu importe le type d'entretien que tu fais, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, tout ça, c'est rendu beaucoup plus réglementé. Puis selon où tu termines, ben, faut que tu puisses déposer pour pouvoir interviewer ces personnes-là, là. Fait que c'est juste à avoir en tête. Au début, on me l'avait dit, puis j'ai fait, ah ouais, ouais. Puis là, oh, tu sais, là, il faut que j'aille vers d'autres réseaux moi-même pour consulter. Puis c'est un questionnaire anonyme, là. Fait que quand c'est des entrevues, il faut que tu puisses y penser, là. C'est souvent septembre, décembre, là, mais ça dépend vraiment des centres de service. Fait que, à ajouter. C'est tout. Bonne chance. Merci. Puis bravo. Moi, je vais ajouter une petite remarque. Parce que très tôt, tu as dit la question de créer du lien. Moi, je travaille avec des écoles publiques alternatives. C'est pas beaucoup, c'est 2-3% des écoles du Québec. Il y en a 50 seulement sur les 3000, donc c'est très peu. Mais en faisant une analyse sur 14 écoles, quand même, ce qui ressort, puis à l'international aussi pour ce type d'école-là, c'est qu'ils mettent la création du lien affectif immédiatement avant la création, avant la question des apprentissages. Alors, ce que tu disais, je trouvais ça intéressant que tu disais, arriver en première année, quand ils sont avant la première année, c'est le lien affectif, c'est pas un problème. Mais quand ils arrivent en première année, d'un seul coup, c'est les apprentissages qui prennent le pas. Et ils sont tellement pris par les apprentissages qu'en fait, ils n'ont plus le temps pour le lien affectif. Alors, ce que font ces écoles-là, quand on analyse un peu ce que disent les enseignants, les directions, les anciens élèves, les différents membres adultes des équipes, c'est on ne se précipite pas sur les apprentissages. Parce que dans ces écoles-là, c'est comme ça. On ne se précipite pas sur les apprentissages parce que s'ils ne sont pas disponibles, si le lien affectif n'est pas créé. S'ils ne sont pas disponibles, tu vas tirer, tu vas pousser, tu vas faire de la gestion de classe, tu vas faire de la discipline. Tu n'obtiendras rien du tout parce qu'ils ne sont pas motivés. Donc, ils travaillent sur la relation d'abord, la qualité de la relation, et les apprentissages suivent. Mais c'est un retournement à en réalité, c'est la même chose. C'est pareil dans le régulier. Dans le régulier, on essaye de faire les deux.
la petite différence, c'est la légère priorité vers les apprentissages ou la légère priorité vers la qualité de la relation. Et juste pour te donner un exemple, une enseignante que j'interviewais me disait, moi j'ai commencé dans le régulier et j'arrêtais pas de faire de la discipline. Je suis passé à l'alternatif et j'avais plus de discipline à faire parce qu'en fait, ils étaient tellement intéressés par ce qu'ils faisaient que j'avais pas de discipline à faire. Donc, je suis aussi fatigué, j'ai aussi une charge de travail lourde, mais j'ai beaucoup plus de joie. Et les élèves aussi. Et il y a un lien qui se crée. Je ne suis pas en train de vendre ces écoles-là, mais je trouve qu'il y a un phénomène intéressant dans ces écoles-là qui se produit et qui ne se produit pas qu'au Québec. Donc, ce n'est pas qu'une exception québécoise. Ça se produit en France, en Belgique, en Espagne et dans d'autres pays. Quand on interviewe des gens des systèmes qui utilisent le même principe, c'est-à-dire mettre la qualité de la relation avant les apprentissages pour que les apprentissages enchaînent tout de suite. Donc, ça vaudrait la peine d'aller regarder un petit peu du côté de ce qui a été écrit sur les écoles publiques alternatives du Québec. Très peu connu. Il y en a quand même 5 ans. Voilà. D'autres commentaires? Ou est-ce que tu veux réagir, Mégane? Non, merci pour les commentaires. Moi, je venais présenter où j'en étais rendue, puis je m'attendais à avoir des commentaires. C'est ce que je souhaitais là, pour continuer à aider à créer l'entonnoir, comme Josiane avait dit tantôt. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient ajouter quelque chose? Vraiment? Ben, je voudrais dire, Martin, tu avais raison de souligner tout à l'heure pour Mégane qu'en fait, c'est un travail qui n'arrête pas de se recommencer. C'est assez, quand on y pense, que ce soit la maîtrise ou le doctorat, ou même après, quand on fait des recherches comme chercheur, c'est toujours le même processus. C'est on commence par quelque chose qui est généralement assez fouillis parce qu'on veut vraiment partir dans toutes les... C'est un feu d'artifice. Puis après, les directions de recherche se disent, attends, dans le feu d'artifice, tu vas choisir une lumière, celle-là ou celle-là, laquelle tu veux, mais pas tout à la fois, ou tu vas en associer deux. Et tu auras déjà largement dans ton assiette. Et puis en cours de route, tu te rends compte que ce n'est pas ces deux lumières-là qui t'intéressaient, en fait, c'était les deux à côté. Et puis au bout d'un moment, il faut que tu le reconnaisses. Puis quelquefois, c'est avec ta direction de recherche qui te dit, ah, bah, finalement, j'ai l'impression que c'est les deux à côté qui te plaisent. Et là, tu dis oui. Alors, on en revient à ce que disait Martin sur la capacité critique, se poser les questions. Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que c'est pertinent pour la société? Et c'est normal que ça change. Ça nous fait peur un peu, mais ça nous fait peur comme personne qui faisons de la recherche. Mais les chercheurs, c'est pareil. Hein. Donc, c'est bien parti pour tous les deux. Si on n'a pas d'autres commentaires, si on n'en a pas d'autres, ben, on arrête là. On ne va pas se Donc, forcer. parfait. Donc, je remercie Martin puis Mégane, puis Philippe et Marie-Maude d'avoir animé le tout. Donc, ben, bonne suite. Hein? On espère vous réentendre une fois que vous aurez terminé peut-être votre maîtrise. Donc, merci, puis à la prochaine.